Merci d'être là. M. Stewart, M. Grégoire, bienvenue tout le monde. M. Samuel aussi de chez Pellerin Aubert Ramsey Provencher pour la présentation tout à l'heure au 5.1, le dépôt et du rapport financier, du rapport du vérificateur général. Présentement, ici ce soir, 19h, ouverture, sont présents Mme Jenny Martineau, M. Hubert Provencher, Mme Aude Fournier, M. Frédéric Gouin, Mme Catherine Lemay et M. Stéphane Baudouin, tous formant quorum sous la présidence du maire Jean-François Hamel. Mme Caroline Nadeau, directrice générale et greffière trésorière, est aussi présente. La séance est ainsi ouverte à 19h. Un mot de bienvenue. Donc, ce soir, ce sera une séance extraordinaire ou une séance ordinaire? Extraordinaire. Extraordinaire, d'accord. Séance extraordinaire du lundi 15 juin 2026. La proposition d'ordre du jour pour ce soir, mot de bienvenue. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, un dépôt qui sera un règlement, le numéro 504 ce soir, constituant divers comités de travail. En 5, maintenant, en 4, il y aura une première période de questions qui pourra relever du dépôt et ou de l'ordre du jour. Et après, en 5, proposition du Conseil 5.1, présentation, dépôt et adoption du rapport financier du vérificateur général pour l'année 2025. En 5.2, adoption du règlement. 504, constituant divers comités de travail. En 5.3, nous aurons l'embauche d'un guide touristique. En 5.4, l'embauche d'un journalier saisonnier en voirie, ce qui suivra en 6 une deuxième période de questions. Donc, ce sera le temps, si vous voulez, nous questionner concernant le rapport financier dont nous avons le résumé. Et après, nous pourrons, au point 7, procéder à la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que ça nous va comme ça? Les élus autour de la table, vous êtes... Oui, ça va. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Lemay, Catherine, je vous remercie. Le mot de bienvenue, l'adoption de l'ordre du jour étant fait. Donc, le dépôt, nous allons déposer ce soir le règlement numéro 504, qui est le règlement constituant divers comités, qui sera adopté ce soir pour les élus. Donc, à la relecture, si vous voulez juste prendre à l'article 4, vous voyez en rouge un ajout qui a été fait concernant, pour être sûr qu'on puisse aussi nommer des membres et non pas seulement les conseillers sur les comités. Donc, vous voyez en rouge, le mot conseiller est échangé pour membre dans la nomination de l'article. Et on voit aussi en bas que la section des membres citoyens se fait par appel de candidature, repose sur des critères. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas fixé précédemment de ce qu'on vous avait communiqué, donc qui sera déposé tout à l'heure. Donc, le dépôt est fait. Avant de passer à la première période de questions, nous avons ce soir la chance d'avoir avec nous M. Samuel Moreau, c'est bien ça? Oui. C'est bien. Donc, qui est CPA auditeur. Et c'est quelque chose que nous voulons faire, donc c'est de vous présenter avec les gens du public. Et nous en sommes très contents. Je pense que c'est la première fois qu'on a des gens du public pour notre extraordinaire des vérificateurs financiers. Donc, la présentation, le dépôt et l'adoption du rapport financier et du vérificateur pour l'année 2025. Donc, nous allons pouvoir la faire devant le public. Alors, M. Stewart, M. Grégoire, vous êtes les bienvenus. Alors, M. Moreau, la parole est à vous. Brasso, d'habitude, c'est ça. Soit 0 ou 1 ou 2 citoyens qui assistent. Donc, donc, je vais vous présenter. En fait, là, ce que je vous présente ce soir, c'est, comme vous avez mentionné, c'est le rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers résumés. Donc, ce qui est généré, en fait, là, le rapport résumé a environ juste 6 pages, alors que le rapport financier complet qui va être disponible là, lorsqu'il va être déposé sur le site du MAMACH là, a plus 80 pages, si c'est pas plus. Là. Donc ici, on vient vraiment résumer l'ensemble des informations. Donc, les 2 premières pages, en fait, c'est mon rapport. Donc, c'est pourquoi que la municipalité nous embauche et pour pouvoir émettre une opinion. Donc, comme l'an passé, en fait, c'est une opinion avec réserve là, à cause justement de l'obligation de mise hors service des immobilisations. Donc, vu que le travail n'est pas encore réalisé par la municipalité, nous, on n'est pas en mesure de certifier par rapport à ce point-là spécifiquement. Là. Donc, la réserve est vraiment sur ce poste-là et non sur l'ensemble des états financiers.
Donc, on vient mettre une réserve par rapport à ça, que le travail va devoir être fait pour qu'on puisse s'assurer de l'exhaustivité du travail qui a été fait et de la pertinence, oui ou non, de comptabiliser un passif là, à titre d'obligation de mise hors service. Donc, ma recommandation au conseil là, que d'ici le 31 décembre 2026, en fait, là, c'est que le travail soit fait pour qu'on puisse l'an prochain là, faire le travail de notre côté après ça d'analyse et de conclure si on peut retirer notre réserve ou pas dans notre rapport. Donc, le rapport va être daté en fait du 15 juin 2026, donc aujourd'hui, parce qu'il va être adopté par le conseil là, suite à ma présentation. Donc, la première page que je vais voir, que je vais vous présenter, en fait, c'est le sommaire de résultats à des fins fiscales. Ici, c'est toujours dans le contexte d'une municipalité. Il faut, quand on établit un budget, quand on prévoit justement nos dépenses, c'est toujours basé un peu sur la taxation qu'on va devoir faire à nos citoyens. Par contre, les dépenses qu'une municipalité va avoir à faire n'est pas tout le temps à parier aux principes comptables. Donc, quand on vient faire une conciliation des fins fiscales, c'est on part des normes comptables, donc quand on peut constater nos revenus, quand on peut constater nos dépenses, puis on vient le ramener sur une base de caisse. Donc, vraiment, les rentrées et les sorties de fonds, parce que c'est ça qui va vous servir lors de l'établissement de vos taux de taxes et ainsi de suite. Donc, on part avec les revenus de fonctionnement puis d'investissement. Donc, c'est vraiment des rentrées de fonds. Donc, c'est le 3,5 millions. C'est vraiment des subventions, des transferts, des revenus de taxes qui ont été encaissés par la municipalité. On vient soustraire à ce montant-là, en fait, les charges de 2 312 411. Donc, le 3 millions moins le 2 millions va nous donner un excédent lié aux activités de 1,2 million. Donc, si on était dans un contexte d'organisme qui n'est pas municipal, donc on arrêterait là, puis je vous dirais que la municipalité a fait un bénéfice avec ses opérations d'1,2 million. Donc là, par contre, c'est pas le cas parce qu'il y a eu d'autres opérations qui ont nécessité des sorties de fonds. Donc, c'est pour ça qu'on va arriver, comme on est dans la section de fonctionnement, on va venir retirer nos revenus d'investissement pour vraiment juste en arriver à notre excédent ou notre déficit de fonctionnement à des fins fiscales. Donc, vu qu'on retire 1 666 000 de revenus d'investissement, la municipalité a un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 426 387 $. C'est légèrement plus haut que l'année passée, là, mais il y a quand même eu beaucoup de mouvements au niveau là, des charges qu'on va voir un petit peu plus loin. Là. C'est vraiment ce qui explique là, la différence versus l'année passée. Donc là, on arrive dans nos éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, c'est ce que je vous ai mentionné, c'est pour venir faire le pont entre les mouvements de trésorerie puis les normes comptables. Donc, dans le montant de charge de 2 312 441 $, il y a de l'amortissement. Donc, les normes comptables nous disent quand que vous faites des investissements, on ne peut pas passer la dépense 100% l'année qu'on a réalisé cette dépense-là, vu qu'elle va être utile sur plusieurs périodes. Donc, on vient faire ce qu'on appelle de l'amortissement des immobilisations corporelles. Donc, ça, c'est pas une sortie de fonds. Donc, c'est pour ça qu'on vient l'ajouter parce qu'il est inclus dans mon 3 millions. Puis, on vient dire, c'est pas une sortie de fonds. La municipalité n'a pas sorti 373 517 $. Par contre, dans les charges de 2 312 000, au niveau des dettes, il y a juste la portion intérêt qui est dedans parce que les normes comptables nous disent du capital, ça fait baisser ta dette, mais c'est pas du point de vue comptable, c'est pas une dépense. Par contre, pour une municipalité, lorsqu'elle établit son budget, elle doit établir qu'elle va avoir du remboursement aussi de capital à faire sur ses dettes. Donc, c'est pour ça le 38 983 $ d'ajustement qu'on vient faire dans cette section-là, c'est parce qu'il y a eu des sorties de fonds pour payer le capital. Puis après ça, il arrive que
ben, on prend des excédents de nos activités de fonctionnement, puis on va venir les transférer dans notre section d'investissement parce que, bon, on a un manque à gagner au niveau du financement pour nos investissements. Donc, c'est pour ça qu'on est venu faire un ajustement de 78 038 $. Donc, tous ces éléments de conciliation des fins fiscales-là totalisent 256 496 $ qu'on vient ajouter, en fait, au déficit de 426 387. Donc, ça permet de réduire le déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales à 169 891. Avant conciliation, on était à 426 000. Donc ça, on est vraiment pour cette année, en fait, contrairement à l'année passée, là, la municipalité est en déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales, donc 169 891 $. Par la suite, le second état que je vous présente, c'est le sommaire de la situation financière. Donc, c'est vraiment une photographie des livres comptables à une date précise, en l'occurrence pour les municipalités, le 31 décembre de chaque année. Donc, dans les livres comptables là, de la municipalité, il y a 3 grandes catégories là, qu'on vient séparer quand on vient les présenter. Il y a tous les actifs financiers. Donc, au niveau des actifs financiers, c'est principalement des comptes à recevoir, donc des subventions. Donc, la municipalité a pour 2,5 millions de comptes à recevoir, que ce soit des subventions, des comptes de taxes, des taxes TPS, TVQ à recevoir. Donc, je vais vous le détailler un petit peu plus loin là, tantôt. Là, je vais y aller tout de suite. Là, ça va être... vous ne l'avez pas. Là, moi, je l'ai sorti du rapport complet là, parce que ça, comme je vous ai mentionné, ça ne sort pas beaucoup de pages dans la version résumée. Donc, au niveau des débiteurs, là, dans le 2 528 000 que la municipalité a là au 31 décembre, il y a pour 2,3 millions de subventions du gouvernement du Québec à recevoir. Donc là-dedans, là, la subvention principale, en fait, c'était celle du PRACIM. Là. Donc au niveau du PRACIM, là, juste à elle seule, c'était donc 1,2 million. Donc, un 1,2 million qui était à recevoir le 31 décembre, là, il a été encaissé là, dans les premiers mois de l'exercice. Puis, il y avait aussi également un montant là, de 199 000 là, pour le PAVL. Donc, ces deux montants-là ont été encaissés dans les premiers mois de l'exercice. Par contre, ils étaient à recevoir au 31 décembre. Ensuite, là, il y avait un petit peu de droit de mutation puis de droit de carrière là, qui était à recevoir. Là, on parle d'à peu près un 13-14 000 là, total pour ces deux postes-là. Donc, c'est les gros morceaux là, du montant des débiteurs. Au niveau des autres actifs financiers, bien, il y avait de l'argent dans le compte de banque, là, donc 150 000. Par contre, on voit là, que par rapport à l'année passée, là, que la municipalité avait 352 000 dans ses différents comptes de banque. Donc, il y a quand même eu une importante diminution. Là, ça a coupé pratiquement de moitié là, à ce niveau-là. C'est parce que, en fait, pour financer une partie des investissements qui ont été faits, donc la municipalité a pigé dans son bas de laine, comme on dit, pour financer temporairement ces investissements-là. Souvent, c'est le temps de recevoir les subventions, tout ça. Donc, c'est ce qui explique pourquoi que, la trésorerie, les équivalents de trésorerie a diminué. Donc, les actifs financiers totaux sont à 2,6 millions comparativement à 1,4, 1,5 l'an passé. Au niveau des passifs, on voit une nouvelle ligne cette année qu'on n'avait pas l'an passé. C'est justement les emprunts temporaires. Donc, au 31 décembre, il y avait des emprunts temporaires pour 1,8, pratiquement 1,9 million d'emprunts temporaires. Donc, ça, c'est la municipalité qui a été en financement temporaire via des marges de crédit, le temps de la réception des subventions et sinon de s'en aller en financement à long terme. Là. Donc, ces deux marges de crédit que la municipalité avait au 31 décembre. Ensuite, créditeurs et charges à payer. Donc, au niveau des créditeurs, charges à payer, c'est les comptes fournisseurs principalement, puis un petit peu de salaires et avantages sociaux. Donc, les fournisseurs, c'est tous les comptes à payer au 31 décembre. Donc, ça totalisait 138 290 $.
Et au niveau des salaires et avantages sociaux, on parle de 8 546 pour un total de 146 836. Ensuite, la ligne d'après, c'est les revenus reportés. Donc, les revenus reportés, dans votre cas, sont constitués là, presque exclusivement là, de droits de carrière. Donc, la municipalité reçoit en fait là, des redevances pour les droits de carrière. Puis, quand elle les utilise, ben, elle pige, dans le fond, dans ces revenus-là qu'elle a reçus au fil des ans. Donc, il en reste encore pour un 167 813. Donc, environ un 20 000 qui a été utilisé, même un petit peu plus. Là. En fait, l'année passée, on avait 187 000, il nous en reste 167 000. Donc, c'est sûr qu'il y a une variation de 20 000, mais il faut considérer aussi qu'on en a reçu, vous en avez reçu durant l'année. Là. Donc, c'est ça, c'est des sommes qui sont utilisées pour faire des travaux sur les routes qui sont empruntées là, par les exploitants là, à ce niveau-là. Donc 169 000, puis il y avait un petit montant là, de 1898 en fait, qui est des taxes perçues d'avance, donc des citoyens qui peuvent avoir soit être trompés dans leur versement ou qui en ont envoyé un petit peu trop, donc leur sol, au lieu d'être des sommes à recevoir, c'est comme si c'est la municipalité qui avait perçu d'avance des taxes pour l'année prochaine, donc 1898 au niveau des dettes à long terme, 342 320 donc on voit qu'il y a eu une diminution parce que l'an passé, les dettes étaient de 436 421 c'est bien entendu, il y a du capital qui est payé à chaque année. Donc, le passif total est à 2,5, 2 530 804 Donc, quand on fait les actifs moins les passifs, ça fait un actif financier de 148 209 c'est sûr qu'il y a eu une grosse variation par rapport à l'année passée, que l'actif financier était à 766 944 donc, c'est sûr qu'on a vu au niveau des dettes, là, dont vous avez eu d'importants projets qui ont nécessité de l'emprunt temporaire. Donc, une fois que ces sommes-là vont être encaissées, mais ça reste que ça l'a fait quand même diminuer là, de beaucoup là, l'actif financier net cette année, toutes ces opérations-là. Par contre, là, au niveau des actifs non financiers, là, on voit qu'au niveau des immobilisations corporelles, là, ça a augmenté beaucoup parce que vous avez eu quand même un projet d'envergure, je pourrais même dire deux, là, avec le pavage aussi, là, qui a été un projet quand même important. Là. Donc, les immobilisations sont passées de pratiquement 7 millions à 8,8 millions. Donc, ça a été une grosse année 2024-2025 parce qu'il y a même un projet qui avait débuté en 2023, si ma mémoire est bonne, pour le pavage. Donc, l'excédent, la municipalité arrive avec un excédent accumulé là, de 8,995 996, une augmentation par rapport à l'année passée, là, que l'excédent accumulé était à 7,7 millions. Donc, c'est sûr que ce 8,9 millions-là, quand on parle d'excédent accumulé, souvent il y en a que dans leur tête, c'est bon, ben, on serait supposé avoir 8,9 millions dans le compte de banque parce qu'on dit qu'on a des excédents de réalisés de ce montant-là, mais c'est pas tout à fait vrai parce que la majorité là, dans les municipalités, les excédents se retrouvent dans la valeur des immobilisations. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vendu ces immobilisations-là, on ne peut pas matérialiser cet excédent-là. Donc, c'est pas parce qu'on a un excédent de 8,9 millions qu'on a automatiquement 8,9 millions de liquidités dans le compte de banque. Là. Donc, l'excédent de 8,9 est explosé en trois grandes catégories. Là. Donc, le non affecté. Le non affecté, il est à 1,2 million comparativement à 1,3 million. Donc, la diminution de ce poste-là, c'est parce que, en fait, pour certains projets, la municipalité a pigé dans son bas de laine, son bas de sécurité pour payer ces dépenses-là ou ces investissements-là. Au niveau
après ça, on a l'excédent de fonctionnement affecté. Donc, il y a un 100 000 en lien avec une affectation qui a été faite par le conseil en lien avec l'environnement. Donc, celui-là peut exclusivement, ce 100 000 $-là qui a été affecté, peut être utilisé exclusivement aux fins de la résolution qui a été passée pour ce montant-là. Puis après ça, on arrive dans tout ce qui est les catégories de réserves financières, de fonds réservés. Dans votre cas, il n'y a pas de réserve financière, puis il n'y a pas de fonds réservés. Il y a peut-être un point dans le fond, là, qui pourrait être, qui devrait être revu aussi à ce niveau-là. C'est au niveau des fonds réservés aux dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est certain que souvent dans les petites municipalités, souvent les élections se font sans vraiment avoir d'élection parce que il n'y a pas personne qui se présente, puis les gens qui se présentent sont élus par acclamation, mettons, mais la loi oblige depuis un certain temps, là, ça aussi, je pense que c'est 2 ans là, que c'est rentré en application, c'est de venir constituer une réserve basée sur notre estimation de ce que ça va coûter la tenue d'une élection. Okay? Donc là, souvent, on va demander aux municipalités, en fait, comme là, il y en a eu une en 2025, donc là, ça serait de regarder combien que ça a coûté la tenue de cette élection-là. Puisque la loi demande, c'est de venir constituer une réserve équivalente au coût estimé pour la tenue d'une élection dans 4 ans. Okay? Donc là, ce que ça viendrait faire dans votre cas, c'est de venir prendre du non affecté, du 1 217 000. On viendrait en prendre, puis on viendrait faire une réserve qui serait liée aux dépenses électorales. C'est vraiment juste c'est ça, c'est le MAMACH qui est venu instaurer cette mesure-là pour éviter que les municipalités ne mettent pas d'argent de côté pour des tenues d'élection. C'est sûr qu'on a vu que dans les dernières années, il y a quand même des fois un bon roulement là, des conseillers ou des maires qui démissionnent en cours de mandat. Donc là, ça fait que la municipalité doit faire des élections partielles. Puis, il y en a qui ne l'ont pas prévu dans leur budget. Puis, c'est pas toutes les municipalités non plus qui ont un coussin de sécurité. Donc là, ils arrivent, puis là, ils n'ont pas prévu ce montant-là, puis ils sont à court d'argent pour tenir l'élection. Donc, cette façon-là, c'est de venir créer cette réserve-là pour s'assurer que s'il y a une élection partielle ou une élection générale, en fait, que la municipalité ait les montants mis de côté. Puis, si, exemple, durant la période de 4 ans, il y a une élection partielle, puis on vient en utiliser une partie de ces réserves-là, mais on a l'obligation de revenir comme la rembourser, la reconstituer à son plein montant. Donc, ça aussi, ça sera un petit point là, avec les OMHS là, qu'on pourrait établir au courant de l'année 2026 pour voir si on doit venir constituer là, la réserve liée aux dépenses d'une tenue d'une élection. Juste un petit commentaire, Samuel, parce que nous, on le fait dans le budget, mais on a des postes budgétaires dans lesquels on met de l'argent chaque année. Quand vous à tous les budgets. Quand vous faites une élection ou à toutes les... Non, à toutes les années. Quand on fait notre budget là, à l'automne, là, on a des postes réservés pour ça, puis on met 500 $ dans un, puis je me souviens pas les montants, là, mais on le fait. Mais peut-être qu'on le fait pas de la bonne façon. Oui, parce que sinon, c'est que là, ça veut dire que c'est des dépenses qui ont été comptabilisées, puis c'est sûr qu'à ce montant-là, ils passent en dessous du seuil d'anomalie, donc probablement qu'on les analyse pas. Parce que dans le contexte d'un audit, on travaille avec la matérialité, donc c'est sûr qu'à 500 $, mettons, c'est sûr que c'est pas un poste qui est analysé. Mais est-ce qu'on le fait de la bonne façon ou faudrait le faire d'une autre façon? Il faudrait le faire d'une autre façon parce que là, sinon, c'est comme si c'est une dépense de fonctionnement qui passe au même titre qu'une vraie facture, mettons, d'électricité. Alors que le but, c'est ce que j'en comprends, c'est de mettre de l'argent en prévision de côté. Mais là, il sort du compte de banque pour s'en aller. Ouais. Dans le général, dans le fond, puis il finit par tomber dans le non affecté au général. Mais ce que je comprends, là, c'est qu'on serait mieux d'aller dans le fonctionnement non affecté.
Ouais. prendre cet argent-là. Ma deuxième question, c'est si on le fait de cette façon-là, est-ce qu'on devrait y aller tout de suite avec le montant d'une élection, parce qu'on a les coûts de ce que ça a coûté l'an passé? Est-ce qu'on devrait venir affecter tout de suite au fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection le montant total ou le quart du montant total? C'est à la discrétion du conseil. Ce que la loi dit, c'est qu'au bout du 4 ans, vous devriez avoir cumulé dans ce compte-là suffisamment d'argent pour couvrir. Fait que la majorité vont y aller un quart, mais j'en ai qui vont l'année, mettons, suivante, comme là, il y en a eu une où ça a coûté, mettons, 15 000. Ben, l'année d'après, ils vont faire une affectation de 15 000 puis on n'en parlera plus. Okay. Par contre, si durant la période de 4 ans, il y a une élection partielle, que là, on vient comme en utiliser 5 000, ben là, il faut comme en remettre 5 000 pour qu'au bout du 4 ans, on en arrive à avoir 15 000 de côté. Et dans un cas hypothétique où dans 4 ans, il n'y aurait pas d'élection et que justement, il a été provisionné le 15 ou 16 000 donc on comprend qu'il est comme toujours là et si jamais il n'est pas utilisé, il fait juste rester là. Il reste là parce qu'on repart pour un autre 4 ans. Puis, mais c'est sûr que dans le cas, je vais dire, de plus petites municipalités, c'est ça, c'est que souvent, là, il y en a pas d'élection ou il y en a très peu. Fait que dans des plus grosses municipalités, dans des plus grosses villes, ben là, eux, les dépenses sont plus importantes. Fait que oui, normalement, il faut le constituer. Puis après une élection, ben là, vous devriez vous rasseoir puis de venir dire, ben peut-être que le montant de 15 000 qu'on a mis, c'est trop important ou c'est pas assez important, il faudrait l'augmenter. Mais c'est ça, c'est vraiment une écriture, mais là, ce que j'en comprends, c'est que là, j'essaie de voir l'écriture qui est faite parce que, dans le fond, c'est strictement dans le budget que l'écriture doit être. C'est une écriture exclusivement comptable qui n'impacte pas le compte de banque. Ben en fait, c'est moi quand je suis arrivée, là, je sais pas, j'ai pas mon budget, là, mais dans le poste, disons 0,2 quelque chose, là, où est-ce que c'est la catégorie pour les élections. Ouais. À chaque année, ben, on met un montant identique pour arriver à tel montant. Mais s'il est comme budgété, là, c'est comme si ça serait une dépense. Oui, mais si on a un 0,2 dépense, notre contrepartie, tu vas avoir un débit dans le 0,2, le crédit, parce que s'il ne sort pas du compte de banque, parce que normalement, mon écriture aurait été débit, dépenses électorales à crédit, compte de banque. Donc, si on remplace ça par une facture d'électricité, mettons, l'électricité, ça sort du compte de banque. Ouais. Là, je mets une dépense dans un 0,2, mais mon autre part. Non, c'est ça. Il n'y a pas de. Fait que c'est là qu'il faudrait. Oui, parce que là, j'essaie de figurer comment, dans le fond, l'écriture est fait parce que, tu sais, à moins que c'est exclusivement dans le budget que vous le prévoyez, mais au final, il n'y a pas de mouvement dans la caisse, c'est ce que je comprends. Non. Okay. Puis c'est la première fois qu'on vit avec cette obligation-là et une élection. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va être capable de le faire de la bonne façon. Ouais. Si la bonne façon, c'est d'utiliser le fonds qui est réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection, je pense qu'on va le corriger. Et ça, la correction se fait au budget ou se fait... Dans le fond, ça va... C'est que quand on veut... je vais regarder, là, parce que vu que c'est une réserve, tu sais, des fois, ils vous demandent une résolution. Fait que probablement que ça va falloir que vous faites une résolution en tant que conseil, de venir dire, ben on prend du 1 217 000 de non affectés, on en prend 15 000 pour créer la réserve pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Et est-ce que ce serait prudent et avisé de notre part de prendre la dépense réelle qu'on a eue en 2025? C'est sûr. Arrondi un petit peu plus haut, là? C'est ça, OK, exact. Parfait. Parce qu'il est sûr qu'il y a toujours de l'inflation, puis là, il faut prévoir que c'est dans 4 ans aussi, là, normalement, la prochaine tenue d'élection, même un petit peu moins, là, parce qu'on va avoir déjà, avoir 1 an de mandat de réaliser. Et tout ça, on l'inscrit dans la résolution qui vient après ça faire le changement. Ça fait juste une résolution que vous allez faire une écriture, mais que nous, on ne met pas dans notre budget. Non, c'est ça, exactement. Okay. Bon, c'est correct. Oui. Parce que ça, c'est vraiment, vous prenez vos excédents accumulés des années antérieures pour venir dire. Puis j'ai des municipalités aussi qui vont, ça c'est à votre discrétion, là, c'est qu'ils vont venir aussi ouvrir un compte de banque de caisse différent, là, un compte, mettons, avantage, là, entreprise ou des trucs comme ça. Puis ils vont vraiment faire un transfert aussi dans la caisse, dans ce compte-là, pour venir dire, ben on est sûr que cet argent-là est là, puis on ne la dépense pas à d'autres utilisations que pour la tenue d'élection.
Et on est capable de venir la faire fructifier un petit peu légèrement pendant ce temps-là. Ouais, ben là, c'est ça. Donc, ça serait permis par les normes comptables, ça? Oui, c'est ça, c'est permis. Là, les intérêts, souvent, sont pas très, très importants. Non, mais... surtout, mais oui, là, ça peut être... Okay. Puis après ça, c'est à vous à décider est-ce que cet argent-là, justement, reste à cette fin-là ou les intérêts sont retournés dans le non affecté. Ou les intérêts viennent couvrir l'IPC qui... Les surprises OK, ou... c'est ça. C'est bon, ça fait que c'est... Oui. Merci beaucoup. Donc, ensuite, là, la page suivante, c'est le sommaire de l'analyse de la dette à long terme, là, puis l'endettement à long terme. Donc, c'est sûr que l'endettement à long terme de l'administration municipale a passé de 719 000 à 1 168 131 $. C'est un peu pour toutes les raisons là, qu'on a vues, là, les projets d'investissement qui ont été faits. Par contre, c'est pas mauvais en fait là, en tant que municipalité non plus quand même d'avoir des dettes. Là, c'est que vous avez fait des investissements qui étaient nécessaires. Donc, un moment donné, c'est sûr que vous n'avez pas le choix d'aller chercher du financement. Par contre, vos projets ont été en majorité couverts là, par des subventions, ce qui est quand même très intéressant. Là. Votre projet là, de pavage, là, vous avez quand même été chercher plus de 3 millions là, sur un projet de 4 points quelques millions. Là, donc, c'était très, très bien à ce niveau-là. Quand on arrive là, dans comme la section du bas, là, du milieu, en fait, je veux dire, c'est que parmi vos dettes, en fait, là, il y a un certain montant, là, 275 000, que vous allez recevoir des subventions au fil des années par le gouvernement. Donc, le gouvernement vient dire, oui, va te chercher une dette, mais moi, en contrepartie, parce que moi, je ne te payerai pas cash ta subvention, va te chercher une dette, puis je vais te verser ce que ça te coûte en intérêt puis en capital à chaque année. Fait que donc, c'est un effet net pour la trésorerie de la municipalité. Donc, il y a un 275 000 de la dette qu'on a vue là, qui va être remboursable là, sous forme de subvention par le gouvernement. Donc, en bas, là, la section du bas, c'est le sommaire des revenus. Donc, sur la première page, là, quand je vous ai présenté les revenus, il était très résumé. C'était une ligne qui était 1 886 054. Donc, ici, vous l'avez l'éclatement entre les grandes catégories. Donc, vous avez quand même 62 % là, de vos revenus qui proviennent des revenus de taxes. Donc, 1 170 000 sur le 1 886 000, c'est des revenus de taxes. Puis après ça, il y a tout ce qui est paiement de transfert. Donc, les paiements de transfert, c'est des subventions que vous recevez là, pour 605 000, ce qui est quand même comparable à l'année passée, 591 000. Donc, ces deux postes-là totalisent pour cette année 94 % de vos revenus sont en revenus de taxes et en paiement de transfert. Donc, le restant, là, ce qui est location, les impositions de droits, ça, c'est les droits de mutation qui sont là, les locations de salles ou les intérêts qui sont générés, ça représente 6 % là, des revenus. L'an passé, c'était 10 %. Donc, tu sais, la composition de vos revenus d'année en année est quand même très similaire, là. Puis, c'est ce qui se ressemble aussi beaucoup là, de municipalité en municipalité. Là. Tout ce qui est taxes, paiement de transfert représente tout le temps la très grande majorité des revenus. Donc, après ça, les revenus d'investissement, donc dans votre cas, c'est simplement des paiements de transfert, donc des subventions que vous avez reçues du gouvernement pour payer les investissements, donc 1 666 993, qui fait le total là, des revenus qu'on a vu à la première page. La page suivante, c'est l'état des dépenses, donc les charges pour la municipalité. Il y a deux postes qui ont eu une variation un petit peu plus importante, là, puis c'est au niveau du réseau routier, donc tout ce qui est entretien. Ce que ça me fait dire, c'est, en fait, ce que les chiffres disent, c'est que il y a eu beaucoup plus d'entretiens qui ont été faits au niveau des routes, donc une augmentation. On est passé d'1 238 321 à 1 376 715.
Puis l'autre augmentation qui est un petit peu plus substantielle, même malgré le fait que les chiffres sont plus petits si on les compare aux autres, là, c'est au niveau des frais de financement. Donc, on a vu que vous avez été chercher du financement temporaire le temps de la réception des différentes subventions, tout ça. Donc, les frais d'intérêt ont passé là, de 13 000 pour la municipalité à 31 560 pour l'exercice. Donc, les dépenses totales là, de 2 312 000 parce que le restant, quand on les compare, là, c'est pratiquement un copier-coller. Les dépenses, souvent, ça va bouger un petit peu d'une ligne à l'autre là, pour un transfert, mais l'augmentation, c'est principalement là, vraiment l'entretien du réseau routier qui a grugé une plus grande part des dépenses cette année. Excusez-moi, à la ligne 15, à loisirs et culture, on voit quand même un écart qui est significatif de 86 500 en 2024 à 122 737. Est-ce que c'est le paiement total qu'on a fait pour le complexe régional du cégep de Thetford? Oui, ça, il y a un impact oui. Là, dedans. Là, okay. Donc, c'est ponctuel, là. C'est quelque chose qui... pour ça, vous n'en avez pas parlé. Exact. Parfait. Effectivement. Donc, la contribution, mais en même temps, ça, vous aviez eu une subvention là, de la MRC là, dans le volet FRR, donc c'était votre contribution, mais oui, donc c'est sûr que vous avez le revenu, mais vous avez aussi une dépense. Puis la dernière page, c'est le même exercice qu'on a fait, faire une conciliation à des fins fiscales, mais pour là, au niveau des investissements. Donc, on prend les revenus d'investissement que la municipalité a reçus, là, 1 666 000, et on vient faire la conciliation des fins fiscales. Donc, on vient mettre les acquisitions que la municipalité a faites, donc toutes les immobilisations, les travaux, donc le pavage principalement cette année, le garage, donc 2,2 millions d'investissements qui ont été faits. Et on vient prendre l'affectation qu'on avait pris dans le fonctionnement, qu'on a appliqué à la section des investissements, donc qui donne un déficit d'investissement de l'exercice à des fins fiscales de 487 827 $, qui est similaire à l'année passée avec 463 472 $. Donc moi, ça fait le tour des éléments du rapport financier résumé là, qui résume en fait là, votre année financière 2025 là, par rapport aux chiffres. Parfait, merci. Est-ce que j'ai des élus autour de la table qui ont des questions spécifiques, des notes que vous voudriez voir éclaircies? On va profiter, M. Moreau est avec nous pour ça ce soir. Indirectement, oui. Vous faites d'autres municipalités aussi. Oui. On a été approché, je ne sais pas si je peux dans le collectif des sommets. Oui, allez-y. De quelle façon ça peut affecter une municipalité? Je ne sais pas si. Parce qu'il y a 3 municipalités qui n'avaient pas accédé là, au projet à l'époque qui leur avait été proposé. OK. Puis de quelle façon c'est géré au niveau comptable? Ben là, dans le fond, l'approche qui a été faite, c'est quoi ce collectif-là? C'est le regroupement des 3 MRC pour ce qui est de prendre, dans le fond, compétences sur l'énergie renouvelable, donc solaire, éolien et géothermique. Et il y a la MRC de l'Érable, des Appalaches et de la Binière. Les municipalités, les conseils municipaux ont donné compétences par résolution. Sauf 3 municipalités, Saint-Fortuna, Saint-Julien et Irlande. Un peu comme vos droits de carrière que vous avez donné compétence à la MRC. Et les cours d'eau et tout ça. Donc. Et là, ce qui se passe, c'est que le connectif, en fait, se trouve à aller sur les marchés d'emprunt, deviennent propriétaires, dans le fond, deviennent actionnaires à 50% et viennent chercher une part de la capacité d'emprunt des municipalités pour aller en financement, pour aller en sortie de capital et des choses comme ça. Quand ça nous a été présenté, c'est la première année, et là, les lettres patentes viennent de sortir là, le 31 mai dernier, donc ça a été publié dans la Gazette officielle du Québec. Irlande avait comme usé un peu de prudence, parce qu'au début, c'était faut aller rapidement, on veut se mettre ensemble, on veut pas que les gens viennent sur notre territoire, ça qu'on ait notre mot à dire. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Et là, ils sont un peu revenus avec une proposition de dire, voulez-vous valider l'option que vous avez prise de ne pas adhérer au connectif? On a eu une présentation, les 3 conseils municipaux. Saint-Fortuna a déjà signifié son intention d'aller de l'avant. Saint-Julien se pose encore des questions. Puis nous, on attendait, pas parce qu'on va être les derniers à comprendre, mais on voulait vraiment comprendre
comment ça peut venir impacter. Donc, la question de M. Baudouin, c'est qu'on s'est fait dire que, dans le fond, c'est comme si notre capacité d'emprunt passait de 100% à 98%, 90%, quelque chose. C'était même pas 1%. C'était pas 1%. Donc, mais que... Et ce qu'on se faisait dire, c'est que c'est rendu au ministère des Affaires municipales, c'est plus considéré comme une dépense, c'est vu comme un revenu à venir. Et là, honnêtement, là, des fois, on digère tout ça, mais là, on se fait dire une chose sans contraire. Donc, est-ce que c'est un peu dans le sens de votre question, M. Baudouin? Donc, nous, la municipalité, d'adhérer dans cette façon-là, si on en arrive à tirer des revenus de cette participation-là. Les revenus nous sont présentés comme étant notre part de richesse foncière uniformisée dans le grand connectif. Mais il y aurait un revenu, parce que là, on nous a fait, par exemple, fait voir que chaque municipalité va retirer un revenu, peu importe où sera le projet, dans n'importe laquelle des 3 MRC, un peu comme il y a du côté de l'Alliance de l'Est. Et ce qu'on comprend, c'est qu'un projet qui va avoir lieu, par exemple, du côté de Lobinière, va quand même nous rapporter ici parce qu'on va être partenaire, parce qu'on va avoir de notre compétence. Et là, pour ce qui est du projet qui est du côté de Capstone Energy, du côté de Saint-Julien-Saint-Fortuna, on nous parlait de chiffres comme ça, j'ai 74 ou 94 000 $ par année, indexable, tout ça. Nous, quand on recevrait ça, en tout cas parce que ça va être à la mise en service, donc il va y avoir un décaissement pour des fins de capital, tout ça. Et ce revenu-là, nous, on le ferait figurer comment? Parce que là, c'est pas encore clair à savoir si la MRC va venir nous déduire un peu sur la quote-part qu'on paye et ou dans quoi, ou ça va devenir un revenu. Est-ce que vous entendez parler d'autres municipalités? Comment ça fonctionne, cette mécanique-là? Pour être honnête, j'en ai aucune autre qui sont... fait que, tu sais, faudrait que j'analyse les lettres patentes, faudrait que j'analyse leur pour vous répondre, parce que ça peut être n'importe quoi, là. Puis, tu sais, si on fait vraiment la comparaison, justement, avec une délégation de pouvoir, mais tu sais, mettons, les droits de carrière, vous allez déléguer, alors qu'il y en a d'autres que c'est eux qui perçoivent les droits. Mais là, vous allez recevoir un revenu, mais vous allez sûrement devoir payer une contribution qui est pris sur notre capacité d'emprunt. Donc, il n'y a pas de décaissement de ce qu'on s'est fait expliquer, de monnaie sonnante ou de transfert de compte qui est fait de notre part, mais le connectif, ce qu'il fait, c'est qu'il prend 3 MRC, donc 45 municipalités, et il dit la capacité d'emprunt de toutes ces municipalités-là représente X. Donc, nous, quand on va sur les marchés d'emprunt, c'est ce qu'on met en garantie. Donc, on met en garantie une partie de la capacité d'emprunt. Au début, ça nous est expliqué, on ne comprenait pas. Là, on comprend un petit peu plus, mais je pense qu'on voulait savoir si vous avez déjà un peu regardé. Probablement que vous allez avoir comme une quote-part d'endettement de cette... Mettons, si elle a des dettes de, mettons, on va dire 10 millions, ben, votre pourcentage va avoir... dans le rapport complet, il y a une portion là, qui est l'endettement total, donc ça inclut aussi l'endettement des participations qu'on a. Tu sais, comme vous, dans votre cas, vous n'êtes pas une municipalité qui est consolidée avec d'autres entités. On va prendre d'autres entités qui ont, exemple, un service, mettons, aux alentours, une qui a ce genre-là. Exemple, mettons, Ville de Victoriaville. Ville de Victoriaville a ses activités comme vous, mais a aussi le service de Taxibus qui est contrôlé par elle. Donc, si Taxibus a des dettes, ben elle assume une quote-part de ces dettes-là. Fait que ce que j'en comprends, c'est que vous auriez une participation dans un collectif. Donc, si elle a des dettes, c'est ce qui viendrait dans votre rapport financier. Il faudrait venir mettre une quote-part d'une dette dans une entité laquelle vous participeriez. Mais là, il faudrait vraiment que je vois comment ils ont monté ce projet-là, là, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Non mais c'est bien, parce qu'on essaie de comprendre un petit peu pour ça, parce qu'à la présentation des états financiers de la MRC, on l'a reçu, c'était du côté de Grant Thornton qui l'ont fait. Il y avait certaines petites réserves. Les réserves étaient surtout à l'effet qu'on a un connectif, mais ils viennent créer une compagnie aussi qui, elle, va recevoir la participation en capital. Et là, pour être honnête et en toute transparence, je suis tombé mêlé. Là, je ne savais plus de quoi on parlait, mais il y avait plusieurs
espèces, pas d'anomalies, mais de petites choses à venir corriger. Donc, si jamais, mettons, on pouvait partir de cet exercice-là, seriez-vous capable de dire, ben, avec ce qui nous est présenté un peu dans ça? Si vous avez de la documentation, c'est certain qu'on peut l'analyser puis en revenir avec des conclusions. Là. Fait que, tu sais, Mme Nadeau, si vous avez reçu de la documentation par rapport à ça, en plus, on peut regarder aussi s'il y en a autour de vous. Parce que dans le fond, il y en a autour des municipalités qui ont déjà. Le premier projet, c'est East Broughton. C'est le Broughton. projet Broughton. Okay. Mais il n'est pas encore en marche. Okay. Donc, on n'a pas encore d'exemple dans la MRC. Okay. On ne sait pas si les promesses en argent qu'ils font se concrétisent réellement ou si finalement ça part en salaire ou en d'autres choses. Il y a des doutes aussi. Est-ce qu'on voit dans l'Est? C'est plus en Gaspésie qu'il faut aller voir avec l'Alliance de l'Est. Okay. Ben, c'est sûr que c'est tous des rapports aussi qui sont publics normalement. Là, donc on pourrait regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir, au moins d'avoir une idée claire du fonctionnement et des impacts que ça peut avoir dans vos budgets, dans vos rentrées de fonds, vos sorties de fonds. Ben oui, on peut analyser ça sans problème puis vous revenir avec une conclusion, une recommandation. C'est sûr que la décision va toujours revenir au conseil. Là. Moi, c'est pas moi qui ai été élu par la municipalité, donc par les citoyens. Là. Donc, c'est une décision qui vous reviendra, mais je peux analyser puis vous dire les impacts que ça aurait sur les différents postes aux états financiers. Là, ça, il n'y a pas de problème. Okay. Si vous avez de la documentation, bien entendu. C'est sûr qu'il est très difficile à voir. Ils semblent tout cacher les... Ben, ils vous ont demandé de voter pour être à huis clos aussi sur le projet? C'est à la fois ça et à la fois plus complexe que ça. Ils nous ont demandé de signer des accords de non-divulgation parce qu'ils vont aller... ce à quoi j'ai demandé à ce qu'Irlande se retire parce qu'on n'est pas dans le connectif non plus. Mais il y a comme plusieurs couches qui viennent se superposer et c'est pour ça qu'on aime bien être prudent, on aime bien, reconnaître qu'on a des dettes à court terme parce qu'on fait de l'investissement, mais on aimerait ça peut-être être aiguillé par vous, si c'est dans le sens de votre question, M. Baudouin. Effectivement, de le voir un peu, parce que c'est sûr que quand vient le temps, là, il n'y a pas d'exemple probant ici dans le sud du Québec. Comme Mme Fournier disait, c'est surtout du côté de l'Est, mais ce qu'on entend par les promoteurs, c'est vous devriez embarquer, là-bas, il n'y a plus personne qui paye de quote-part. Donc, mais là, on se fait dire beaucoup de choses, les choses vont énormément vite, et nous, présentement, on aurait comme la possibilité de rejoindre le connectif par résolution, et on semble nous donner jusqu'au début de la rentrée scolaire. On aurait 3 mois, début septembre. Il nous reste 2 mois. Il nous reste 2 mois, mais bon, je veux dire, c'est pas une question d'avoir le gun sur la table non plus, mais c'est une question d'avoir une idée de qu'est-ce que ça peut faire à court, moyen et long terme, tout ça. C'est sûr que là, présentement, on nous vend les revenus qui sont associés à ça, parce que le gouvernement a donné 5 700 $ du mégawatt installé minimalement de redevance. On est rendu à 6 300 qui nous proposent. Les gens sont venus nous voir, mais on doit les relancer, les promoteurs qui sont venus nous rencontrer. On aimerait ça peut-être avoir une base sur laquelle, comment on essaie de générer tout ça. Parce que le potentiel, il n'est pas Irlande. L'intérêt de Saint-Fortuna, on peut les comprendre. Il y a un potentiel d'installation. Et c'est dans l'éolienne installée que ça devient hyper intéressant pour eux. Mais pour nous, c'est là, on est un peu à se questionner sur ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ça peut être quelque chose qu'on vous accompagne à ce niveau-là pour garder. Mais je ne veux pas m'avancer. Parce que c'est sûr qu'un promoteur va toujours vouloir vous vendre ça, vous dire que tout est beau, qu'il y a juste des avantages. Mais il y a sûrement aussi des avantages à certains niveaux. Il peut en avoir. Ben, merci pour votre question. Voyez-vous, il y a tout juste des bonnes questions. Donc, merci, M. Baudouin. D'autres questions? Avoir la réponse claire. Ben, on aimerait ça, nous autres aussi, mais si vous ne l'avez pas. Non, sinon, pour les autres élus, ça va? Oui. Peut-être, on retient que le fonds réservé aux dépensiers sera corrigé, donc par résolution. Et si on y allait avec une appréciation générale de notre santé financière, quelle serait votre appréciation, M. Moore? L'appréciation de la situation financière, de la municipalité. C'est certain que là aussi, le portrait en date d'aujourd'hui est aussi différent, là, parce que dans notre travail, il faut aussi
faire du travail. Oui, l'état financier, c'est au 31 décembre, mais il y a de la démarcation, on pose des questions, tout ça. Fait que, tu sais, la santé financière, en date d'aujourd'hui, les subventions ont été encaissées, il y a eu de l'argent qui a été remis de côté dans votre compte à avantage. Donc, je pense qu'en mai, il était revenu à 400 quelques mille. Donc, tu sais, au 31 décembre, c'est sûr que je ne vous cacherai pas que les différents projets faisaient que ça mettait une pression qui était quand même plus importante au niveau là, du contrôle des dépenses pour l'année à venir, parce que là, on avait déjà pigé dans nos surplus, puis il en restait beaucoup moins. On est passé de 352 000 à 150 000, mais en date d'aujourd'hui, là, ça s'est résorbé, les subventions ont été encaissées, les dettes ont été financées à long terme, donc c'est venu réenlever une petite pression là, au niveau des finances là, de la municipalité. Fait que somme toute, c'est bien. Bon. Suite à ces commentaires, d'autres questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a juste d'excellentes réponses. Franchement, Bruno. Ouais, allons-y. Ouais. D'une certaine façon, on a remis de l'argent dans notre bas de laine, entre guillemets, en empruntant. Ouais. Une bonne, mauvaise façon, ou de quelle façon vous pouvez décrire la situation? Je suis un peu ambigu sur cette façon de faire-là. J'en ai justement parlé ce matin là, avec Mme Nadeau. On a eu une discussion à savoir ça. Je comprends tu sais, vous aviez le droit d'aller, vous aviez un règlement d'emprunt qui vous permettait d'aller chercher 1,2 million. Donc, c'est sûr qu'on ne sait pas l'avenir. Donc, tu sais, là, vous avez été chercher le maximum, là, 1,2 million, malgré que le projet pour lequel l'emprunt était prévu n'a pas nécessairement coûté tout ce montant-là. Donc, c'est sûr que l'argent que vous avez reçu de plus, ben là, vous l'avez remis dans votre compte qui vous rapporte un peu d'intérêt. Donc là, c'est de voir est-ce que l'intérêt que ça va me générer ou la sécurité que ce bas de laine-là m'apporte compense le paiement d'intérêt que je vais avoir sur cette dette-là. Parce que si on emprunte 1,2 million, mais qu'au final, on avait juste besoin, mettons, de 700 000, ben là, je paye de l'intérêt sur de l'argent que j'avais pas besoin. Donc, ça peut être un bon coup de pouce si vous avez d'autres investissements à faire dans l'année prochaine, mettons, puis que là, vous allez vous servir de ce financement-là. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand on va faire le tableau d'investissement l'année prochaine, parce que le financement a été comme obtenu là, ben, on va se ramasser avec un règlement d'emprunt sur un projet qui est terminé, mais pour lequel il me reste du financement, parce que ça m'a coûté moins cher que qu'est-ce que ça m'a... Là, on a le choix, vous avez le choix en tant que conseil de pouvoir venir faire une résolution puis de venir dire, ben on prend le solde de ce règlement d'emprunt-là, le projet est terminé, puis on le réattribue à d'autres choses, sans devoir refaire des demandes de financement et tout ça. Fait que c'est pas mauvais parce que justement, il était autorisé, fait que ça vous oblige pas à repasser par des demandes de financement et tout ça, là, mais c'est sûr qu'à court terme, vous payez de l'intérêt sur une dette qui est plus élevée. Okay? Mais en contrepartie, il vous rapporte de l'intérêt. Là, le taux de la dette, je pense qu'il est au taux préférentiel. Là, le revenu qui nous génère est probablement un petit peu inférieur au taux préférentiel. Fait que à ce niveau-là, je suis un peu ambigu par rapport à cette situation-là. Une des choses qu'on avait regardées, parce que la possibilité, c'était d'aller totalement à 1,6 million, par exemple, au règlement d'emprunt. On avait besoin de 900 à peu près, de mémoire, de 900. Et le fait de couper la poire en deux, c'est que là, présentement, on a appris dans l'exercice précédent que nous étions propriétaires d'un pont et que nous devions, selon l'MTQ, le refaire. Alors, et ce qu'on regardait, on a dit, ben si on a la possibilité de le mettre de côté, donc ce que vous suggérez, si par exemple ce pont-là était à refaire, là, parce qu'il dirait on le ferme parce qu'on ne peut pas se permettre de le fermer, vous comprendrez déjà qu'on en a 14, mais on n'est pas vraiment capable de passer par ailleurs.
Donc, ça serait de venir dire que ce surplus-là, sur le règlement d'emprunt, on viendrait l'affecter par résolution directement dans le fond, au montage financier de la réalisation de cet ouvrage-là. Exact. Et à ce moment-là, vous serez capable, vous, après ça, de venir l'immobiliser à la bonne place. Souvent, c'est dans les plus grosses municipalités, c'est une monnaie courante là, qu'ils vont y aller, parce que là, c'est des plus gros projets, fait qu'ils vont essayer d'aller chercher le maximum, puis si finalement ça coûte un peu moins cher, ce qui est rare, là, souvent ça va coûter plus cher, souvent c'est ça, c'est qu'ils vont prendre le financement, puis ils vont le faire rouler d'un projet à l'autre, le temps de finaliser tout le montage financier, mais oui, là, c'est possible de prendre un montant de celui-là, ce règlement d'emprunt-là, puis de l'attribuer à un autre projet sans problème. OK. Ça se fait. Voyez-vous, une autre bonne question, M. Bourdon. Donc, vous avez le droit d'une troisième, si vous voulez. Voilà. Mais c'est ça. C'est que, à court terme, c'est certain que potentiellement que le revenu d'intérêt est peut-être moins que ce que ça coûte, mais si vous avez un projet comme ça qui est dû pour être fait, c'est un projet qui va être fait en 2026. Et l'échéance, on allait jusqu'à la fin 2026, même 27. Mais c'est ça l'idée, c'est que on voulait se le garder pour dire on aurait un début de montage financier pour le réaliser, parce que là, il faut faire l'ouvrage au complet, parce qu'il manque quelques centimètres pour qu'il appartienne au NTQ. Donc, mais ça coûte pas nécessairement moins cher à cause du 30 cm qui nous manque. Okay. On les a proposé de le rallonger un peu et ils ne veulent pas. Donc, ils disent qu'ils en ont suffisamment comme ça. Ben, ça va. Ben, des belles questions, des précisions. Donc, je considère que les élus, ça va. Vous avez fait le tour. Eh bien, merci beaucoup. Alors, si vous voulez rester pour le temps de la présentation, donc, conformément à l'article 176 et suivant du Code municipal, le rapport financier ainsi que le rapport du vérificateur pour l'année 2025 sont déposés. M. Samuel Moreau présente les rapports financiers et répond aux questions. Donc, fin de la réponse aux questions, j'ai 19h59. Donc, le début était à 19h09. Il sera donc proposé et résolu à l'unanimité que les 10 rapports soient acceptés tels que présentés par M. Samuel Moreau et préparés par la firme Pellerin Aubert Ramsey Provencher Incorporée, qu'ils soient transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, ça me prend quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. Baudouin. Stéphane Baudouin propose. Merci beaucoup. Donc, si nous sommes maintenant rendus là, donc la première période de questions, on a entendu la présentation du rapport. Je serais prêt à revenir un petit peu, puisqu'on vient de l'adopter, à vous entendre si ce que vous avez entendu, vous avez une période de questions, donc on irait pour vous, cher public. Pas vraiment de questions. M. Moreau est limpide. Oui. Et faut pas. C'est le 31 décembre, mais aujourd'hui, c'est nettement différent et le comport est supérieur pas mal aujourd'hui. Moi, je vois pas d'inquiétude là-dedans. Parfait. Merci, M. Grégoire. M. Stewart, de votre côté? C'est bien. Donc, nous allons pouvoir passer maintenant. Donc, si vous êtes attendu, probablement, vous avez sûrement d'autres choses à faire. Donc, c'est un gros mois. Oui, c'est un gros mois pour vous et on vous comprend. Donc, on serait prêt à vous libérer, M. Moreau. Merci beaucoup de votre présentation. Donc, c'est clair et on comprend qu'on n'est jamais, Mme Nadeau n'est jamais bien plus loin qu'un coup de fil pour toutes nos réponses. Donc, je vais vous laisser les copies, Caroline. Je vais vous laisser la pochette ici. La clé USB est là. Oui. Je vais vous confirmer quand vous allez pouvoir déposer le rapport officiellement là, sur le site. Il me restait une petite correction à faire, mais ça ne changeait pas les chiffres, c'était dans le texte. Fait que je vais faire ça demain matin. Parfait. Puis vous allez pouvoir déposer après. C'est bon. Merci beaucoup. Au plaisir. Bon retour. Bye bye. Merci. Donc, tu nous amènes au point 5.2. Donc, c'est la résolution qui vient adopter le règlement 504 qui vient, lui, constituer divers comités de travail. Donc, attendu qu'un avis de motion a été donné par Catherine Lemay, conseillère au siège numéro 5 lors de la séance ordinaire du 10 novembre 2025, attendu que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 4 mai 2026 et que tous les membres du conseil ont reçu copie du dit règlement, il sera donc proposé par Catherine Lemay et résolu à l'unanimité que le règlement numéro 504 constituant divers comités de travail soit par la présente adopté.
avec une petite mention pour les élus en séance publique de la petite modification que vous voyez apparaître en rouge à l'article 4 qui vient préciser la nomination des membres de la collectivité. Ça va comme ça, donc c'est limpide, c'est transparent. Alors, ça me prendrait, donc Mme Lemay a déjà fait la proposition. Oui. 5.3 maintenant, embauche d'un guide touristique. Oui, ça veut dire que l'appel à candidature serait lancé prochainement? On serait... Une formation des comités en septembre. Effectivement, donc, on pourrait commencer à le lancer, à le publiciser et à le lancer. Donc, ce sera notre plan de travail. On s'était donné 6 mois, ça nous en aura pris 7. Alors, je pense qu'en vitesse municipale, on est pas mal maintenant. Alors oui, donc pour... on vise toujours septembre. Oui, on vise toujours septembre. Donc, ce que ça vient faire pour les gens du public, c'est que on vient nommer 3 comités consultatifs. Un premier, le comité consultatif service aux citoyens. Un deuxième comité consultatif en agriculture et un troisième en environnement. Donc, les mandats sont définis. Les compositions sont toujours de 2 membres du conseil, un officier municipal et 3 citoyens. Et les présidences de chacun de ces comités-là, comme les comités consultatifs en urbanisme, sont tenus par des citoyens. Donc, c'était pour être sûr de pouvoir avoir le pouls. C'était une orientation que le Conseil s'était donnée, et en campagne électorale et dans nos premières réunions, que de faire en sorte d'entendre la voix de nos citoyens, d'y aller en démocratie participative. Alors, après avoir regardé un peu ce qui se faisait ailleurs, regarder la meilleure façon de constituer ces divers comités-là, quel type de comité, qui doit y aller, qui doit représenter certaines personnes, est-ce qu'on avait des sièges d'office ou non. Donc, on est allé avec quelque chose de très intéressant, comme par exemple le comité service aux citoyens. On a réservé, bien sûr, 3 postes de citoyens, mais des postes, un pour les 16 à 25 ans, un poste de 26 à 55 et une personne aînée de 56 ans et plus, pour avoir vraiment un bon topo. Alors, les sièges, donc les compositions sont là. Alors, bientôt, vous verrez apparaître sur les sites et de la municipalité et sur nos réseaux les différentes appels de candidature. Donc, effectivement, comme Mme Fournier le disait, on vise une mise en application en septembre à la rentrée. Ça va? Alors, merci Mme Lemay, merci à Mme Fournier et au Conseil d'avoir travaillé à donner la parole à nos citoyens. Alors, si vous permettez, à 5.3, maintenant, embauche d'un guide touristique. Considérant que la municipalité désire procéder à l'embauche d'un guide touristique afin d'animer des visites guidées au site patrimonial Holy Trinity et de faire la promotion du parcours La Vallée d'Irlande, en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité embauche Mme Émilienne Delorme-Nadeau au taux de 21 $ l'heure pour un horaire estimé à 7 heures par jour à 2 jours par semaine, pour une durée de 8 semaines. Donc, 14 heures par semaine environ pour 8 semaines. Pour animer le site patrimonial et la promotion du parcours de la Vallée d'Irlande. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Gouin, yes. Frédéric, merci. Maintenant, 5.4, embauche d'un journalier saisonnier en voirie. Considérant le départ de M. François Dubois le 25 mai 2026, qui est engagé comme journalier saisonnier en voirie par résolution du 7 avril 2026. Considérant qu'un autre candidat avait déjà été rencontré en entrevue et que son profil convient également aux attentes recherchées. Considérant que Mme Caroline Nadeau, directrice générale, et M. Éric Gagnon, inspecteur municipal, ont rencontré à nouveau le candidat, soit M. Jean-David Marcoux, et recommandent son embauche. Il sera donc proposé par et résolu à l'unanimité que M. Jean-David Marcoux soit embauché comme journalier saisonnier en voirie, et ce, à compter du 22 juin 2026, selon les conditions stipulées au contrat et dont copie est jointe au procès-verbal. J'ai oublié de vous en faire des copies, là, donc, je l'ai ici. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez, les élus, est-ce que vous voulez avoir copie tout de suite du contrat de travail ou vous voulez attendre à la fin de l'Assemblée pour qu'on vous fournisse copie? Ça nous va comme ça? Oui. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Provencher? Hubert Provencher propose. Ce qui nous amène au point 6 maintenant, deuxième période de questions qui vous appartient encore ce soir, messieurs Stuart et Grégoire. Alors, d'autres questions? Rien de spécial. Moi, je suis confortable avec tout ce que j'ai entendu, puis ça va beaucoup avec ce que vous et Mme Nadeau aviez aussi montré lorsqu'on a eu les différentes rencontres. Le conseil sur le budget. Là, donc, y a pas de, moi, je ne vois pas de rage. Là. Bon, ben, c'est bien. On va pouvoir faucher dans ce cas-là.
Voilà, ben merci beaucoup, M. Grégoire. C'est bien parce qu'en même temps, quand on a commencé le conseil, ben, tout le monde le sait, on a presque navigué à vue. Et de se faire dire qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une position qui est favorable, nous rassure un peu tout le monde. Alors voilà. Fait que si j'ai pas d'autres questions, on serait maintenant rendu au point 7. Alors, point 7, levé de l'Assemblée. Habituellement, ça se garoche sur ce point-là. Je me retourne vers Mme Martineau. Dans Mme Jenny Martineau propose, il est maintenant 20h07. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir pris la peine de vous déplacer. Merci, M. Seward. Au plaisir. On vous souhaite un bel été et revenez-nous en forme en mois de juillet. C'est toujours les bienvenus.